Maintenant, sur le banderole, on lit destruction totale de l'exposition et il considérait l'idéologie de l'exposition comme quelque chose d'obscène même. Ici, c'est le designer de Tanami Keiichi et Esabulo. Une photographie de montage qui rappelle un peu le style de pop culture pop. Et c'est un mouvement, ça a marqué une présence dans la culture, même underground au Japon d'après-guerre. Donc il y avait des mouvements contestataires contre l'exposition universelle. Et en réalité, il y avait une évolution très importante qui a marqué l'histoire de l'art au Japon. En amont, l'exposition exceptionnelle avait une contradiction intrinsèque. Par exemple, Okamoto Taro, l'artiste qui représentait l'avant-garde d'après-guerre du Japon, il fait partie maintenant du système parce qu'il s'est vu attribuer le rôle du producteur général de l'exposition. Et l'exposition universelle donnait un cadre idéal pour montrer un type d'art. Donc, avant, c'était l'intermédiaire qui menait l'art. Dans les années 60, c'est donc le concept, les mouvements d'intermédiaire qui menaient le milieu, la scène artistique au Japon. Les médias ici, ce n'est pas du tout employé comme les mass médias, médias comme support d'expression. Donc, intermédiaire signifiait mélanger tous les types de supports artistiques pour créer quelque chose d'innovant et qui était très à la mode, pas seulement en Europe, mais au Japon aussi. Donc, une partie des artistes qui revendiquaient cette notion d'intermédiaire ont participé volontairement à l'organisation de l'exposition universelle. Je ne vais pas entrer dans les détails ce soir, mais l'exposition universelle a été rendu possible grâce aux interventions, aux subventions des grandes entreprises, bien sûr. Et en même temps, ça a vidé d'une certaine manière l'essence de l'esprit artistique. Donc l'avenir était uniquement fondé sur le progrès technologique. C'est tout au moins ce qu'on lit dans la thématique de l'exposition. Et Gutai, par exemple, le mouvement qui a marqué les années 50, et donc il suffit de dire Gutai, même pas la peine de traduire dans des langues étrangères. Et Gutai a participé à l'exposition internationale depuis la fin du mois d'août jusqu'au début du mois de septembre. Ils ont organisé une série d'événements intitulés un festival Gutai, mais en fait ça a marqué leur mort parce que leur esprit d'innovation c'est complètement éteint. Donc l'exposition universelle d'Osaka a marqué un tournant important dans l'histoire de l'art d'après-guerre au Japon. Jusqu'à présent, l'avant-garde marquait une opposition, disons, dans le milieu artistique qui reposait sur l'axe temporel. Donc avant-garde contre conservatisme. Mais maintenant, cette opposition repose désormais sur l'axe
spatial, donc le système contre l'underground. Donc, Osaka, l'exposition universelle était un air de joue d'une certaine manière, et des artistes s'opposaient avec leurs revendications underground. Et je voudrais citer des propos de Shibusawa Tatsuhiko. Il ne s'est jamais manifesté contre l'exposition universelle, mais il a donné un article intitulé « Je hais l'exposition universelle ». Il a donné une interview aussi avec un artiste Buto Hijikata. Il disait qu'on devait considérer l'exposition universelle comme le plus grand ennemi qui se dresse comme ça face aux artistes. Alors, à la fin, pour terminer, je voudrais vous rappeler le travail de Sho Matsutone, le photographe représentant le milieu photographique du Japon. Son travail que je veux montrer ici est intitulé « Saloperie de l'exposition universelle », Saloperie d'expo universelle, pardon, avec la série de photos, de montages et de combinaisons de clichés. Il a réussi à visualiser le contexte contradictoire de l'époque et les contradictions aussi. Il a relié l'espace-temps fictif de l'exposition à l'histoire du Japon d'après-guerre. Donc c'est une expression visualisée qui pourra alimenter, qui pourra servir de point de départ pour notre discussion. Je vous remercie. Merci, Monsieur Osawa. L'exposition universelle d'Osaka pour les Japonais, c'était quelque chose de nostalgique. C'est avec nostalgie qu'on en parle, mais ce que vous venez de dire, ça nous perturbe un peu. Vous avez présenté les différents incidents au cours des mouvements underground, les performances des artistes qui se mettent nus pour montrer leur contestation. Qu'est-ce qui nous a apporté cette exposition et les éléments qu'elle a introduits dans notre société? Donc nous sommes confrontés à ce type de questions. Donc je pense qu'il est judicieux de poser la question à un Japonais. Vous qui connaissez oui, vous êtes le seul peut-être qui a à vivre à cette l'exposition universelle. J'étais en première année du lycée à l'époque, au collège. Quand j'étais collégien, j'étais imbibée de l'idéologie de Mao, donc je portais toujours le livre rouge et j'aurais voulu être au bord de cet avion qui a été piraté par l'armée rouge. Et je me souviens bien des trahisons de mes collègues et j'ai dit que non, c'est pas ça comme vous, c'est pas l'idéal. Donc j'ai réalisé l'écart entre l'idéal et la réalité. Et je me suis reconvertie, donc je suis devenue indifférent à tout. Et je me suis dit que je n'appartiendrai jamais à un groupe. Et c'était une espèce de défiance à l'égard de l'humanité entière. Et est venue l'exposition universelle qui montrait l'abondance capitaliste. Donc
que je suis montée, quand j'étais lycéen, je suis montée à ce navire de capitaliste sans questionnement. J'étais à Hirakata, je fréquentais l'école et j'allais à l'école en vélo. Donc je suis allée aussi à l'exposition universelle en vélo. Et j'ai réussi à entrer sur le site en passant à travers un fil de fer qui était un peu cassé. Donc j'ai jamais payé l'entrée de l'exposition universelle. Alors c'était très intéressant. Merci Monsieur Osama. Vous nous avez bien indiqué certains points qui peuvent servir de point de départ de notre discussion. Et là, mais je laisse M. Osawa maintenant pour donner la parole aux autres et je ne donnerai pas tout de suite le micro au public. Ah non, comme on n'a pas le temps, on va donner le micro, on va passer le micro dans le public. Non, pas de réaction. Alors donc, j'espère avoir plus de temps plus tard pour préciser. Mais je voudrais juste ajouter un point. Il y avait la roche lunaire qui était exposée. J'avais vraiment envie de la voir. Donc, l'idée d'aller à la Lune comme ça, et l'homme a mis ses pieds sur la Lune, et donc je suis tombée dans une croyance béante, confiance béante dans le progrès technologique. Et tout à fait, le problème de la Lune, la roche lunaire a interpellé beaucoup des artistes d'avant-garde. Pour eux, c'était vraiment un symbole de fétiche. C'est en fait, quand on la voit, c'est quelque chose d'assez minable. Mais la mise en scène était terrible. La vitrine, tout le dispositif qui était mis en place était terrible, grandiose, disons. Donc, mais la roche elle-même était vraiment fétiche, mais sans commentaire, sans explication. On n'avait rien compris. Nous n'avons pas ceux qui voyaient ça n'avaient pas d'impression de se retrouver devant quelque chose de terrible. C'est vrai, on a fait la queue terrible pour voir ça. Juste, je voudrais poser une question. Monsieur Osawa, vous disiez tout à l'heure, vous parlez de le rapport de la police d'Osaka, la préfecture d'Osaka. Et c'est un rapport très intéressant. Est-ce que ce rapport était rédigé... Est-ce que vous l'avez observé par... Vous l'avez trouvé de votre point de vue personnel? Non, sans avoir aucune intention, on peut très bien trouver ce rapport. Ce rapport était vraiment spécialisé dans les événements qui se sont produits pendant l'exposition. Donc, moi, j'attendais tomber juste sur les chiffres et tout, des données comme ça. Mais le rapport s'est révélé, en fait, très intéressant. C'était très riche. Et la police, a priori, on imagine que la police considérait les artistes d'avant-garde comme éléments dangereux pour la société, mais ce n'était pas ça. Et donc, c'était très intéressant de trouver le contenu de ce rapport. Pour aider à briser la glace, c'est une remarque et une question en fait. À la lumière de l'exposé qui nous a été fait et aussi des documents qui nous ont été présentés. La première chose, c'est qu'on constate finalement que l'exposition universelle de 70 avait pour thème le progrès technologique. Et quelque part, on peut ramener ça à la situation actuelle avec, pour l'exposition 2025, telle qu'elle est présentée par Osaka, l'idée que là aussi, finalement, on va renvoyer au progrès que va apporter l'intelligence artificielle ou les robots dans la société. Donc, ça, à mon avis, ce rappel de ce qui s'est passé en 70 est instructif sur les débats aussi qui peuvent avoir lieu dans la société japonaise. Quelle place justement pour ce progrès, pour régler les problèmes de cette société, la dépopulation, le vieillissement. Et on voit bien que c'est quelque chose
qui est très, très important dans les débats de société actuels. Donc, je pense que c'est très utile de se souvenir de ça. Et ma question, c'est, on voit dans les documents qui sont montrés que l'un des modes de contestation underground, de l'underground, des milieux alternatifs des artistes, c'était la nudité. Alors on retrouve ça encore à l'époque actuelle, par exemple avec les femmes qui se dénudent leur poitrine pour protester. Mais quel serait le mode d'expression d'une opposition dans la société japonaise telle qu'elle existe actuellement, d'après vous, de la part des artistes notamment? Donc je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais je pense que c'est une question qu'on doit se poser. Tout d'abord, concernant votre remarque mêlant au progrès technologique, il me semble également extrêmement important de garder en tête le souvenir de tous ces gadgets qui sont restés à l'état de prototype, le lave humain, si vous voulez bien, de Sanyo, est l'exemple idéal de ce type d'emblème du progrès technologique, qui à l'époque était présenté comme une révolution. Il y a encore multitude d'autres objets qui ont été présentés au public à la même époque et dont on ne se souvient plus du tout. Et il y a tout ce patrimoine qui reste encore à être activé d'une manière ou d'une autre et qui montre bien que finalement, souvent le progrès, en tout cas certaines évolutions technologiques, ont lieu d'une manière qui n'est pas directement montrée ou qui ne peut être directement montrée par le moyen de ce genre de prototype lors de grandes foires universelles. Et souvent ça se fait de manière beaucoup moins directement perceptible. En ce qui concerne les modes possibles d'expression de contestation aujourd'hui, je pense que c'est la principale question qu'on doit se poser si on doit mettre ça en lien avec l'actualité sociétale et artistique. Étant donné la prégnance de l'art participatif ou l'art relationnel, comme on aime à l'appeler aujourd'hui, c'est-à-dire toute forme d'art qui fait intervenir les spectateurs ou différentes couches de la société dans la production même de l'œuvre ou de l'événement. Beaucoup d'artistes cherchent à développer ce genre de méthode. Ma question, j'ai un doute quant à la capacité ou à l'efficience de ces procédés, dans la mesure où ils relèvent immédiatement de la mise en scène, c'est-à-dire que toutes ces présentations-là sont une mise en scène, tout comme ces performances-là l'étaient, et malgré leur inscription dans le régime du quotidien, il y a une temporalité, une spatialité propre à ces interventions, et je ne suis pas sûr que ce soit le lieu idéal pour fédérer et pour mettre en forme ces formes de contestation. Autrement dit, peut-être que ces formes de contestation ou de modes de vie alternatifs ne doivent pas nécessairement passer par l'art aujourd'hui. On appelle art toute forme d'intervention et même de mode de vie aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ce soit le moyen le plus efficace pour agir réellement. Ce n'est pas pour autant que je nie totalement toute efficience à l'art, mais il me semble important peut-être de redonner un peu plus de place aux différents modes d'action en dehors du domaine artistique aussi. On est passé à l'art et la société, mais on ne va pas approfondir ce sujet avant d'entendre M. Capel. M. Capel, à travers le cinéma, par le Japon et de l'utopie. M. Capel, vous avez la parole.
vous faire un peu de temps pour préparer votre intervention. Monsieur Capel travaille au bureau, enfin il est chercheur au bureau de Maison franco-japonaise en France. Et vous êtes professeur associé à l'université de Grenoble-Alpes. Vous avez écrit des œuvres, notamment Sorties du Japon et le cinéma japonais des années 1920. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire en 2015, vous avez écrit un livre traduit par un livre de Takeji Kobayashi, le propriétaire absent. Merci. Je vais me permettre tout de suite de passer au français dans facilité. Et je remercie par avance donc les interprètes qui vont essayer de rendre clair à ceux qui ne comprennent pas le français ce que je vais essayer donc à partir du cinéma, comme il vient d'être expliqué, de vous dire. Alors je tiens d'abord à remercier Béatrice Horn et l'Institut franco-japonais du Kansai de m'avoir sollicité à cette occasion. J'en suis très, très heureux, très honoré également. Et toutefois, je veux vous faire part d'emblée d'une forme d'inconfort qui n'est pas liée au fait d'être là devant vous, même si, pour des raisons très personnelles sur lesquelles je ne m'étendrai pas, c'est quelque chose d'assez émouvant pour moi d'être ici. Donc cet inconfort-là est plutôt lié au fait, au sujet qui est là confié à notre réflexion. Monsieur l'ambassadeur l'a rappelé, on fête le cinquantenaire de mai 68 cette année, et il y aura au Japon plusieurs événements. La nuit de la philo d'ailleurs en mai prochain à l'Institut franco-japonais de Tokyo, également pour le moment d'autopromotion à la maison franco-japonaise à laquelle j'appartiens pour l'heure, avec d'autres philosophes comme Patrice Maniglier ou Mathieu Pot-Bonneville, également François Cusset en septembre. Donc il y aura des événements encore très intéressants sur toutes ces questions à suivre, bien entendu. Donc il y a ce mai 68 qui plane bien entendu là sur notre réunion de ce soir, même si finalement ça a disparu de l'intitulé qui est le nôtre. Toutefois, donc, je me demande si mai 68 et cet autre segment qui serait l'imagination au pouvoir, si donc la conjonction de ces deux segments est bien pertinente dans le cas français, est-ce que cela ne devient pas autrement problématique à partir du moment où on adjoint à ces deux segments un autre segment qui est justement Japon ? Japon avec ce qu'il entraîne avec lui, donc en termes d'histoire, en termes d'actualité spécifique, en termes de contexte ou de paradigme, en termes enfin de chronologie. En vérité, je ne peux m'empêcher, d'où mon inconfort, d'entendre une forme de dissonance ou de désaccord dans la tentative de rapprochement de ces trois expressions. Mai 68, Japon, imagination au pouvoir. Telle est donc l'origine de mon inconfort, et c'est ce dont je veux vous parler. Alors, où donc est le problème ? Bien entendu, on pourrait dire que mai 68 est un événement français, et que s'il est compréhensible qu'on en parle ici à l'Institut franco-japonais, France et Japon sont peut-être quand même trop éloignés pour pouvoir être comparés, qu'ils appartiennent à des mondes, des cultures, des civilisations, comme vous voulez, différentes. Rassurez-vous, loin de moi ce genre de culturalisme. Au contraire, je crois qu'en 1968, France et Japon partageaient déjà beaucoup, et notamment une même condition, deux pays industrialisés, gagnés par la société de consommation et de communication de masse. Ils appartenaient déjà en parallèle, ils témoignaient déjà en parallèle d'une évolution du capitalisme mondial qui évoluait vers la consolidation d'un marché lui-même mondialisé. Et à ce titre, France et Japon étaient et sont toujours, je crois, du même monde. En d'autres termes, France et Japon partageaient un même paradigme ou un même espace discursif, et à ce titre, il est normal, je crois, qu'ils aient été les théâtres simultanés d'une
très importante contestation citoyenne. C'est à partir de cette communauté-là, ou de ce partage, que il me semble important de faire le compte des différences et des spécificités. Cette dissonance donc, que j'entends dans l'expression « mai 68 au Japon », elle serait d'abord affaire d'anachronisme, j'ai envie de dire. Ce mois de mai n'a pas dans l'histoire japonaise plus d'impact qu'un autre mois, car la séquence contestataire est beaucoup plus longue. Comme l'avançait d'ailleurs une exposition très intéressante que peut-être vous aurez vue au Musée national d'histoire et de folklore à Sakura près de Tokyo, et qui s'appelait très justement 1968, mais qui présentait tout de suite aux visiteurs cet avertissement-là, comme quoi finalement 1968 désignait une séquence qui allait au moins de 1965, avec les premières actions contre la guerre au Vietnam de ce qu'on a appelé les BRN, et qui allait au moins jusqu'en 1974 ou 75, avec les réunions publiques donc, concernant le drame de la pollution au mercure de la baie de Minamata. Donc j'avais aussi, pour expliquer donc cette histoire d'anachronisme, le mot en tête, j'avais aussi en tête le mot du philosophe Karatani Kojin, qui rappelle en 2012 à l'entame d'un livre d'entretien, donc celui-ci. Je vous le montre comme ça. Je vais parler après, citer d'autres livres dont vous verrez les premières de couverture après sur le PowerPoint, mais j'ai oublié de le glisser celui-ci, donc je vous le montre simplement. Ça s'appelle Seiji to Shiso, et donc c'est un livre d'entretien du philosophe Karatani Kojin. Et donc, tout au début de ce livre-là, il rappelle que, finalement, le mai 68 français, dans sa transversalité entre classes et milieux sociaux, dans ses rapports aussi au Parti communiste, ressemble bien davantage, finalement, au 1960 japonais, c'est-à-dire à l'épisode de contestation lié à ce dont Kei a aussi parlé, c'est-à-dire la reconduction du traité de sécurité nippo-américain. Donc, je cite Karatani qui écrit « Dans le cas de l'Europe et particulièrement de la France, c'est en 1968 que le Parti communiste est tombé en disgrâce aux yeux des mouvements étudiants et des intellectuels de gauche. C'est pourquoi le moment semble capital. Mais au Japon, cela s'est produit en 1960. En 1968, le Parti communiste y avait perdu toute autorité. De même qu'en 1968, la contestation de gauche se limitait presque aux étudiants. Les mouvements ouvriers et paysans s'étaient déjà éteints. Mais dans le cas du mai 68 français, tel n'était pas le cas. Les mouvements de gauche et les mouvements étudiants se tenaient aux côtés des syndicats ouvriers et du PC. En ce sens, cela ressemblait davantage à 1960 au Japon. Donc première dissonance, premier défaut d'ajointement, dirais-je, entre deux périodes, finalement, sans grande communauté temporelle, si ce n'est en un point qui, il se trouve, est un mois de mai. La deuxième dissonance que j'entends, elle tient à cette autre expression, c'est-à-dire plus spécifiquement à notre intitulé, l'imagination au pouvoir. Alors bien sûr, c'est ce qu'il semble alors, surtout si l'on considère donc l'exposition universelle dont Kei vient de nous parler, avec ses différents pavillons, comme ceux du groupe Métabolisme, et là j'anticipe, je crois, sur l'exposé de Elie During juste après, qui va beaucoup parler des architectes du groupe Métabolisme, et notamment Kisho Kurokawa peut-être, et Maekawa Kunio, je ne sais pas, mais bon... Quand on regarde effectivement toutes ces choses-là, tous ces pavillons, on a l'impression effectivement d'un feu d'artifice esthétique. Ces travaux sont reliés en règle générale au groupe anglais Archigram, également à un groupe français qui s'appelle Utopie, bien entendu, et dont est issu Baudrillard, par exemple. Et ces groupes-là étaient rassemblés par le désir de voir s'élever des villes littéralement mobiles, modulables, et pour le cas d'Utopie, pneumatique, gonflable. Donc en cette fin d'année 60, l'imagination ne semble guère en berne non plus en cinéma, puisque sortent des films aussi importants et novateurs, Kéros plus Massacre, de Yoshida Kizu, Funérailles des Roses, de Matsumoto Toshio, Journal du voleur de Shinjuku, d'Oshima Nagisa, Histoire du Japon, racontée par une hôtesse de bar, d'Imamura Shohei, Un été, Anarita d'Ogawa Shinsuke, ou encore, sorti précisément en mai 68, Premier amour version infernale de Hani Susumu.
Alors voilà, si cette période est bien le feu d'artifice esthétique qu'on reconnaît aujourd'hui, est-elle pour autant ce champ d'une utopie apportée non seulement d'imagination, mais même de la main, surtout comparée à la résignation qui se serait abattue sur un XXIe siècle à peine remis de ce que l'on nomme postmodernisme et en proie à un néolibéralisme virulent? Ne serait-elle pas plutôt, cette fin des années 60, le moment du plus grand réalisme, et d'un réalisme de plus qui rime un petit peu avec le désenchantement? Et est-ce que ce que l'on reconnaît comme utopie, politique ou dans le cas de métabolisme architectural, ne serait-elle pas tout autant de diagnostic? Je ne sais pas, peut-être que je m'avance un petit peu. On peut déjà lire, en tout cas, ce que écrit le critique d'art Sawaragi Noi dans cet ouvrage qui s'appelle donc Senso to Banpaku, La guerre et l'expo, pourrait-on traduire en français, qui rappelle que au moment où l'expo bouillait d'enthousiasme pour le futur, Asada Takashi, qui était le concepteur à l'origine du plan d'ensemble de l'exposition universelle, écrivait en juillet 1970, alors au moment où l'exposition universelle battait son plein, les mots suivants que je vous cite. En d'autres termes, l'heure arrive d'une bataille douloureuse contre nous-mêmes. Comment nous faudra-t-il nous adapter à cette ère nouvelle d'une société de l'urbain, de l'information et de la mobilité? Mais encore, allons-nous modifier l'environnement dans sa totalité de manière qu'il s'adapte à nous-mêmes? Selon les preuves qui nous sont apportées depuis ces dernières années, l'environnement artificiel que nous nous sommes construits est clairement vicié, de sorte qu'il nous sera absolument impossible de nous y adapter. Dans ces conditions, force est de constater que c'est non seulement notre vie, mais la possibilité même de notre existence qui vont être remises en question. Dans cette même gamme d'idées, on peut se reporter aussi à l'ouvrage suivant qui vient d'être réédité en guise de commémoration du 1968 japonais et qui s'appelle Fukie no Shimetsu, Extinction du paysage, écrit par le critique de cinéma Matsuda Masao. Il s'agit d'un recueil d'articles écrits pour la plupart en 1969, dont la couverture est signée Nakahira Takuma, qui est l'une des figures centrales du groupe Provoque, qui, à cette époque, dynamitait véritablement tous les usages en termes de graphisme et de photographie au Japon et autrement, au service notamment de ce que l'on appelle Fukeiron, c'est la pensée du paysage. Cet ouvrage-là est véritablement le cœur théorique de cette pensée du paysage. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Matsuda Masao? Il nous dit finalement que les prophéties d'Asada que je viens de vous citer, elles ne sont pas des prophéties, elles sont simplement un constat. Dans le Japon, désormais majoritairement urbanisé de 1969-70, tout ressemble à Tokyo. Où que l'on aille, même à Hokkaido, même à Abashiri, c'est là qu'il est allé pour s'en rendre compte, eh bien, on ne trouve plus que des petits Tokyo. Le paysage est devenu partout uniforme. Or, ce paysage est sans particularité. C'est un paysage en toque, pareil, dit-il, à des carreaux d'émail dans un sento, dans un bain public. C'est un paysage qui est devenu indéfinissable, presque ineffable. Il dit un paysage comme il y en a partout, et un paysage qui pourtant n'est nulle part. Et cela, ce paysage qui est alors son contemporain, c'est ce qu'il définit justement dans cet ouvrage, dans un de ses articles, comme l'antonyme de l'utopie, Utopia no Hango. Utopie donc, dont il remet en cause, je crois, la possibilité même. Alors voilà pourquoi je suis un petit peu... j'éprouve un certain inconfort à devoir vous parler de l'utopie, remis ainsi dans son contexte historique. Alors, pourquoi cette crise-là de l'utopie, me semble-t-il, autour de 1970 ? Je vais, là, dans le temps qui me reste, très rapidement, essayer de vous faire une petite chronologie à 4 temps, en confondant de manière assez classique, en faisant cette erreur très très classique qui consiste à confondre donc la cause et l'origine. Et j'aimerais vous parler très rapidement de ce qui s'est passé, notamment en cinéma, et des objectifs que le cinéma s'est donné à lui-même. Alors pourquoi en cinéma ? Peut-être pour suivre le mot de Matsumoto Toshio, qui était partie prenante dans l'exposition universelle d'Osaka en 1970, qui disait que, je cite, « Le cinéma
cinéma est non seulement l'authentique art contemporain que le contemporain devait inévitablement engendrer, mais il est en tant que médium le mieux à même d'exprimer le contemporain dans son essence. Fermez les guillemets. Donc, parlons un petit peu des objectifs que se donne le cinéma tout au long de cette séquence qui va de la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt de la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à 1970 et peut-être après 1980. Alors, qu'en est-il après la défaite ? Dans les premières années de l'après-guerre, on peut sans doute faire un parallèle. Je vais déborder un petit peu. Voilà. On peut sans doute faire un parallèle avec ce qui se passe en Europe, avec la France, avec l'Italie, c'est-à-dire dans des pays où beaucoup est à reconstruire. Du point de vue de l'esthétique et du cinéma, je crois qu'on pourrait décrire ces années-là comme des années d'effarement. On connaît l'impact, par exemple, du néoréalisme de Roberto Rossellini et de Vittorio De Sica, dont les personnages, Rome ouverte, ce genre de film, Paisa, déambulent dans les ruines, sans but, proposant simplement à notre compréhension leur seul statut de témoin. À la fois celui témoin de quelque chose et celui qui témoigne. Et de quoi témoigne-t-il ? D'une situation qui est profondément absurde. Une situation qui ne s'explique pas, une situation qui ne s'analyse pas. Et ce sont par exemple les cadavres flottant sur la rivière Pô, sur le Pô, donc, dans Paisa de